suis ravie et je vous remercie pour cette invitation. Donc je vais commencer sans plus tarder cette présentation sur les stéréotypes de genre dans le milieu éducatif. Donc je vais commencer par un état des lieux sur la prévalence de ces stéréotypes de genre, d'une part chez les élèves, puis chez les professeurs. Ensuite, je vais aussi revenir sur les conséquences de stéréotypes sur différents aspects. Donc, premièrement, sur les attitudes des élèves vis-à-vis des sciences et des différentes matières qui subissent les stéréotypes de genre, ainsi que sur les performances scolaires des élèves, puis voir dans quelle mesure ça conditionne les choix d'orientation et les carrières par la suite, pour en venir aux inégalités de rémunération sur le marché du travail. Ensuite, je vais aussi passer un peu de temps sur l'aspect professeur et transmission ou briseur de stéréotypes, comme je l'écris. Et terminer par les leviers d'action pour lutter contre ces stéréotypes, donc dans le milieu scolaire principalement. Donc commençons par un état des lieux sur les stéréotypes de genre chez les élèves. Donc, les stéréotypes, en réalité, ils sont présents dès le plus jeune âge et dès l'école primaire, et certaines études montrent même que dès la maternelle, les enfants associent donc les maths aux garçons, les garçons s'identifient aux maths et les filles à la lecture. Et les filles pensent aussi également qu'elles sont moins intelligentes que les garçons et que l'intelligence est quelque chose qui est requis pour réussir, notamment dans les matières à dominante scientifique. Et donc, quand on regarde ce qui se passe quelques années plus tard, on voit que ces stéréotypes, ils prévalent toujours parmi les lycéens. Donc là, je vais commenter assez largement les résultats d'une enquête qu'on a menée avec d'autres collègues sur des lycées d'Île-de-France. Et donc, dans le cadre de cette enquête, on avait posé tout un tas de questions afférents aux stéréotypes de genre et aux stéréotypes associés aux sciences à ces élèves, donc de seconde et de terminale S. Et donc, ce qu'on voit, c'est que environ 30% des garçons et 18% des filles de seconde et de terminale S pensent que les hommes sont plus doués en maths que les femmes. Et donc, je trouvais que ce résultat était assez étonnant, sachant qu'on est quand même sur une population d'élèves qui sont plus des enfants, disons. Et notamment, parmi les terminales S, le fait que des filles qui ont choisi des filières scientifiques pensent qu'elles sont moins bonnes que les garçons, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Et aussi, entre 15 et 20% des garçons et des filles de ces lycées pensent que les cerveaux des hommes et des femmes sont différents par nature. Donc, certes, ces proportions peuvent sembler peut-être pas si alarmantes que ça, mais moi je trouve que pour des élèves qui sont au lycée, 20% de garçons qui pensent que les cerveaux des hommes et des femmes sont différents, ça reste quand même assez conséquent. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a essayé de voir si la prévalence de ces stéréotypes variait selon l'origine sociale ou le niveau scolaire des élèves. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que pas vraiment. Donc, quand on regarde ce graphe, c'est par rapport à la question est-ce que les hommes sont plus doués en maths que les femmes? Donc, ça nous donne la proportion d'élèves qui sont d'accord avec cette affirmation selon l'origine sociale des élèves, donc selon qu'ils viennent d'un milieu social plutôt défavorisé, plutôt moyen ou plutôt favorisé. Donc on voit que la proportion de garçons en orange d'accord avec l'affirmation selon laquelle les hommes sont plus doués en maths tourne autour de 30%. Elle est un peu plus faible pour les filles, mais reste quand même assez proche des 20%. Et donc ce qu'on voit sur les dernières barres ici, c'est que quel que soit le niveau initial en maths, donc que les élèves soient au-dessus de la note médiane ou en dessous de la note médiane, ce qu'on voit, c'est que la proportion de filles et de garçons d'accord avec cette affirmation reste la même. Donc maintenant, pour ce qui est des professeurs, la prévalence de ces stéréotypes de genre chez les professeurs et principalement chez les professeurs de maths. Donc je vais beaucoup parler des stéréotypes de genre associés aux matières scientifiques, puisque c'est vraiment en fait le stéréotype qui prévaut le plus, c'est que les femmes ne sont pas faites pour tout ce qui a trait aux sciences. Donc à la fin, je parlerai un tout petit peu des matières comme l'économie, où il y a aussi ce genre de problème, ou la médecine, mais principalement mes propos seront liés aux sciences. Donc ce qu'on voit, c'est que la recherche dans les années 90 ou 2000, elle établissait qu'en moyenne, bien sûr c'est toujours des résultats en moyenne, les professeurs de maths croyaient assez largement que les compétences en maths étaient quelque chose d'inné et que les garçons disposaient plus de ces compétences que les filles. Donc ces travaux, ils établissaient quand même une forte prévalence de ces stéréotypes explicites.
Et les travaux plus récents pointent plutôt vers une faible prévalence de ces stéréotypes explicites. Donc, par explicite, j'entends la proportion de professeurs qui affirment ouvertement que les garçons ont plus de compétences innées que les filles. Et donc, on voit par exemple dans des travaux récents menés par Michela Carlana, que dans le cas de l'Italie, 90% des professeurs sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de différence dans les compétences innées des filles et des garçons. Donc, très largement, les stéréotypes explicites sont peu présents, mais attention toutefois au biais de désirabilité, puisque forcément, les profs se doutent bien que c'est pas très politiquement correct de répondre que s'il y a des différences innées entre les filles et les garçons. Mais néanmoins, ces proportions, elles sont bien inférieures à ce qui était trouvé dans les études des années 90 et 2000. Et donc ça, c'est une autre étude, donc cette fois-ci menée aux États-Unis. Et j'ai résumé les résultats d'une partie de l'étude sur cette échelle. Donc, les enseignants étaient invités à répondre à plusieurs questions liées aux compétences des filles et des garçons et à ce qui faisait qu'un élève pouvait réussir en sciences. Et donc, ils devaient répondre sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le professeur n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation et 7 étant tout à fait d'accord. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est parmi ces enseignants de mathématiques aux États-Unis, le score moyen en réponse à la question les garçons sont meilleurs et plus intelligents que les filles en maths, le score moyen il est de 1,8. Donc globalement, les professeurs sont pas du tout d'accord avec cette affirmation. Ils sont pas plus d'accord avec l'affirmation selon laquelle les filles doivent travailler plus que les garçons pour être bonnes en maths. Et ils sont aussi peu d'accord avec l'affirmation selon laquelle être excellent en maths nécessite une prédisposition spéciale qui ne peut pas être enseignée. En revanche, ils ont plutôt l'air d'être d'accord, voire tout à fait d'accord avec des affirmations du type tout le monde peut devenir excellent en maths en s'investissant suffisamment. Ou alors, pour les maths, le principal facteur de réussite est la motivation et les efforts, et les compétences innées sont secondaires. Donc ça, c'est les travaux vraiment récents, ils datent de 2020, mais qui établissent plutôt que les professeurs n'ont pas de biais explicites, enfin de stéréotypes de genre explicites vis-à-vis des compétences innées ou non des filles et des garçons. Mais en revanche, il y a une forte prévalence des stéréotypes implicites. Et donc, les stéréotypes implicites, c'est plutôt des stéréotypes inconscients qui sont mesurés par des tests d'association implicite. Donc, je vais expliquer un peu ce que c'est, mais c'est des tests psychologiques qui exploitent le temps de réponse des participants pour associer, donc dans un premier temps, donc ça se passe sur un écran d'ordinateur, on commence le test et on doit associer dans un premier temps le mot homme avec plein d'attributs liés aux sciences et femme avec plein d'attributs liés à tout ce qui est littérature, lettres. Puis dans un deuxième temps, on doit associer femme et sciences et homme et lettres. Donc une association qui est censée être moins évidente si on est stéréotypé. Et donc plus on met de temps à répondre, à associer femme et sciences et homme et lettres, plus on est susceptible d'avoir des biais implicites. Donc c'est comme ça que ces biais implicites sont mesurés. Et donc les résultats de cette étude, ils montrent que les professeurs de littérature, donc qui sont plus souvent des femmes, vont associer fortement femmes et littérature, et les professeurs de maths, qui sont plus souvent des hommes, associent fortement hommes et sciences. Donc on voit des biais de la part des professeurs de lettres et de mathématiques, mais qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. Donc ça, c'était pour l'état des lieux sur la prévalence des stéréotypes de genre. Donc on voit que quand même au lycée, parmi les étudiants qui ont choisi des filières scientifiques, ces stéréotypes prévalent toujours. Chez les professeurs, ils prévalent, mais c'est plutôt de manière implicite qu'explicite. Et donc on va voir maintenant quelles sont les conséquences de ces stéréotypes sur différents aspects des étudiants. Commençons par regarder l'effet de ces stéréotypes de genre sur les attitudes des élèves envers différentes matières. Et donc, c'est vraiment assez établi dans la littérature que les stéréotypes de genre, ils affectent négativement la perception qu'ont les élèves de leurs propres compétences. Et donc, on voit, et ça, je vais vous le montrer par la suite avec différents graphes, mais que une fille et un garçon qui ont le même niveau en mathématiques vont
enfin, les filles vont systématiquement sous-estimer leur niveau en maths quand on leur demande comment est-ce que vous vous situez par rapport aux garçons de votre classe, aux filles de votre classe. Elles vont systématiquement sous-évaluer leurs compétences et leur niveau par rapport à leurs camarades en général. Et elles vont également plus souvent reporter du stress ou de l'anxiété vis-à-vis des mathématiques. Donc toujours dans le cadre de l'enquête qu'on avait réalisée auprès des lycéens franciliens, on avait trouvé en posant cette question que près de 60% des filles de seconde et de terminale S disent être inquiètes en pensant aux mathématiques, contre seulement 40% des garçons. Donc ça, c'est dans le cas de la France, mais en réalité, ce fait-là, on le retrouve dans quasiment l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc ce graphique-là, il est issu d'une étude de l'OCDE de 2015 et il montre la différence de perception de soi en mathématiques selon qu'on est une fille ou un garçon. Et donc on voit là l'axe des abscisses nous donne la proportion d'étudiants qui sont d'accord avec les différentes affirmations ici. Et donc on voit que systématiquement, les filles montrent sous-estiment leur niveau par rapport aux garçons. Donc on voit que par exemple, elles sont 50% à dire qu'elles sont tout simplement mauvaises, tout simplement pas bonnes en maths, contre 37% des garçons. Elles sous-estiment systématiquement leurs notes en maths. Elles apprennent moins vite en mathématiques et elles comprennent moins les exercices de maths les plus difficiles que les garçons. Elles sont 30% contre 45% des garçons. Et quand on regarde le même graphe, mais cette fois-ci lié aux questions liées à l'anxiété vis-à-vis des mathématiques, on voit vraiment, c'est assez flagrant, que les filles, sur tous les items, se déclarent plus anxieuses que les garçons. Donc, elles s'inquiètent en pensant qu'elles auront des difficultés en mathématiques dans 65% des cas, contre seulement un peu plus de 50% des garçons. Elles s'inquiètent à l'idée d'avoir des mauvaises notes en mathématiques. Il y a presque 70% des femmes s'inquiètent pour leurs notes en mathématiques, contre seulement 55% des garçons. Donc, tous ces graphiques pour vous montrer que c'est vrai, le fait que les femmes s'inquiètent et sont plus anxieuses en pensant aux mathématiques, cela prévaut dans tous les pays de l'OCDE, quasiment sans exception. Donc, les stéréotypes de genre affectent la perception qu'ont les filles de leur propre niveau, elles se sentent plus anxieuses. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'études qui vont montrer que ces perceptions-là et la prévalence des stéréotypes affectent également la réussite scolaire des élèves. Donc, on voit que, en fait, les écarts de performance en mathématiques et en lecture au plus jeune âge, il n'y en a pas du tout. Et ils commencent à se creuser dès le moment où les élèves s'identifient à un sexe et donc au rôle normé qui est attribué à ce sexe. Donc, on peut déjà partir du constat, une fois de plus en regardant les études de l'OCDE, que dans quasiment tous les pays de l'OCDE, les hommes et les garçons sont meilleurs en numératie et les femmes et les jeunes filles sont meilleures en littératie. Donc, si on regarde par exemple ce premier graphique, donc je vais l'expliquer pas à pas avec vous, on voit que donc, ils utilisent les résultats de l'enquête PISA qui est menée auprès de lycéens de 15 ans et l'enquête TIMSS qui vise à évaluer les compétences des adultes. Donc, sur l'axe des abscisses, on voit les différences entre les hommes et les femmes, donc adultes en littératie, une différence négative étant en faveur des femmes. Et sur l'axe des ordonnées, on voit la différence de la note obtenue à l'écrit, donc pour les garçons moins les filles. Donc ça, c'est pour les lycéens de 15 ans. Et donc ce qu'on voit, c'est que, une fois de plus, un écart négatif veut dire que les filles réussissent mieux que les garçons. Et donc ce qu'on voit, c'est que là, vous voyez le zéro, la ligne du zéro, elle est ici. Donc dans tous les pays de l'OCDE, les filles réussissent mieux que les garçons pour tout ce qui est de la littératie. Et quand on regarde quand ils deviennent adultes, on voit que quelques hommes réussissent mieux que les femmes en littératie, mais ça reste quand même une large majorité de femmes qui réussissent mieux les questions de littératie que les hommes. Donc ça, c'est pour la littératie. Maintenant, quand on regarde le même type de graphique pour les mathématiques, donc
un écart positif de score, c'est un écart en faveur des hommes. L'axe du 0, cette fois-ci, il est ici. Et donc, on voit que dans quasiment tous les pays de l'OCDE, cette fois-ci, à l'exception de la Suède et de la Finlande, les garçons et les hommes réussissent systématiquement mieux les exercices de mathématiques que les femmes. Donc ça, c'est le constat de départ. Et ensuite, il y a des études qui montrent clairement un lien négatif, une corrélation négative entre les stéréotypes de genre et les écarts de performance hommes-femmes qu'on vient de regarder. Donc maintenant, si on regarde ce graphique-là qui est tiré d'une étude de Nosek et tout un tas de co-auteurs en psychologie, on voit que donc, sur cet axe-là, c'est le score obtenu au test d'association implicite, donc le test que je vous disais tout à l'heure, qui consiste à associer les hommes et les sciences et les femmes et la littérature. Donc plus ce score est élevé, plus le pays, enfin plus la prévalence des stéréotypes est forte dans le pays. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur l'axe des ordonnées. Plus on va vers le haut, plus le score ici est positif, plus les garçons ont un avantage en mathématiques. Et donc, ce qu'on voit clairement, c'est que quand on prend les pays de l'OCDE une fois de plus, on voit cette relation-là. Donc, plus les stéréotypes sont forts, plus l'écart homme-femme en mathématiques est élevé. Donc, bien sûr, ça, c'est juste une corrélation. Il y a tout un tas de facteurs qui pourraient expliquer également cette relation-là. Ce qui m'amène au tout dernier point, c'est qu'il y a aussi des études qui établissent un lien causal entre les stéréotypes de genre et la performance des élèves. Et donc, dans les slides qui suivent, je vais vous présenter notamment l'expérimentation de Spencer et de ses co-auteurs, donc qui date un peu, mais qui a été reproduite de nombreuses fois. Et donc, Spencer et ses co-auteurs, ils ont commencé par prendre un échantillon de filles et de garçons qui avaient des compétences similaires en maths initialement. Et puis, ils créent des groupes de filles et de garçons et leur font passer un examen de maths dans différentes conditions. Donc, la première condition, c'est qu'il est mentionné que le test n'a produit aucune différence de performance entre les hommes et les femmes par le passé. Dans la deuxième condition, il est mentionné avant de passer le test que ce test a produit des différences de performance hommes-femmes par le passé. Donc, on active ce qu'ils appellent la menace du stéréotype. Et dans la troisième condition, rien n'est mentionné du tout. Donc les résultats de cette étude montrent que les filles réussissent significativement moins bien que les garçons quand les stéréotypes sont activés. Donc, pardon, il y a une petite erreur, c'est dans la condition 2. Ou quand ils ne sont pas explicitement désactivés dans la condition 3. Donc par exemple, ça c'est les graphiques issus de leur article de recherche. Donc ici, sur l'axe des ordonnées, on voit c'est le score de bonne réponse. Donc plus il est élevé, plus le score est élevé. Et donc dans la condition 1 versus condition 2, donc quand on leur a dit attention, ce test par le passé, il a produit des écarts filles-garçons, on voit que les filles réussissent significativement moins bien que les garçons. Alors que quand on leur dit explicitement qu'il n'y a pas eu de différence de réussite entre les hommes et les femmes par le passé, les filles réussissent aussi bien que les garçons. Donc le simple fait de brandir cette menace du stéréotype font que les filles perdent confiance en elles et réussissent moins bien l'examen que lorsqu'on leur dit que non, initialement, il n'y a pas du tout eu de différence entre les filles et les garçons. Et donc, ça, c'était la deuxième partie de leurs résultats. Quand on compare les scores obtenus selon que les étudiants se trouvent dans la situation où on leur a dit qu'il n'y avait pas de différence filles-garçons aux résultats obtenus sur ce test, à la condition où en fait on leur dit rien du tout, on leur fait juste passer le test, on voit que ne pas désamorcer, ne pas désactiver ces stéréotypes produit quand même une moins bonne performance des filles qui de toute façon ont déjà intégré le stéréotype selon lequel elles étaient moins bonnes en sciences que les garçons, et donc ne pas les désactiver génère des scores plus faibles que quand on désactive ces stéréotypes. Alors maintenant, donc on voit que les stéréotypes affectent les attitudes des élèves et leurs ressentis par rapport aux filières scientifiques, aux matières scientifiques.
on voit que ça affecte et causalement leur réussite dans les filières stéréotypées. Et donc maintenant, ça nous amène au choix d'orientation, donc au rôle des stéréotypes de genre dans les choix d'orientation et donc les choix de carrière des élèves. Et alors là, vraiment, il y a une littérature très abondante sur le fait que les stéréotypes affectent durablement l'intérêt des élèves pour les matières qui sont connotées masculines. Et donc, ça affecte la poursuite d'études dans ces domaines qui conduisent en fait à une forte ségrégation filles-garçons, donc entre filières, mais également au sein des filières. On va voir que même au sein des filières scientifiques, il y a une forte ségrégation filles-garçons dans les choix d'études. Donc si par exemple, on regarde la part de filles du lycée jusqu'à l'enseignement supérieur, donc ça c'est tiré de nos travaux avec d'autres chercheurs de l'école d'économie de Paris. Donc on voit qu'en seconde, générale et technologique, il y a 54% de filles qui sont inscrites. Et quand on regarde la proportion de filles en première S, il y en a plus que 47%, donc c'est certes une faible baisse, mais c'est quand même une baisse relativement à la proportion qu'elle représente au sein des lycéens. Alors je parle même pas de la sous-représentation massive des filles dans les filières technologiques scientifiques, où elles représentent que 17% des effectifs. Et donc ensuite, quand on regarde où elles vont, où est-ce qu'elles s'inscrivent après la terminale S, on voit qu'il y en a 35% qui s'inscrivent à la fac dans des filières scientifiques et seulement 30% qui s'inscrivent dans des classes préparatoires scientifiques. Et pareil, en BTS scientifique, elles ne représentent que 18% des effectifs. Donc graduellement, la proportion de filles diminue quand on passe du lycée à l'enseignement supérieur. Donc ce graphique-là, c'est avec des données de 2016. Et on a également reproduit ce graphique sur les 10 ans avant. C'était exactement les mêmes tendances. Donc il n'y a absolument rien qu'à changer. Et maintenant, quand on regarde un peu plus en détail où se trouvent les filles dans l'enseignement supérieur, donc là, je regarde simplement les filières scientifiques. Donc on voit que toutes filières scientifiques confondues, elles représentent donc 30% des effectifs. Et quand on regarde où elles se situent quand elles font des sciences à la fac, elles sont principalement en biologie. Donc c'est là que je disais, il y a une ségrégation intrafilière. Au sein même des sciences, on observe des sous-représentations et surreprésentations des filles dans certains domaines. Donc elles sont surreprésentées en biologie et elles représentent que 26% des effectifs de maths physique. Et c'est également ce qu'elles représentent comme proportion des effectifs de maths physique en classe préparatoire, où elles sont massivement surreprésentées en classe préparatoire biologie. Et donc pour finir sur ces statistiques sur où se situent les filles dans le supérieur, on voit en revanche que quand on regarde les filières autres que les filières scientifiques, elles sont largement surreprésentées dans tout ce qui n'a pas trait au milieu scientifique. Donc elles sont 61% dans les filières non scientifiques. Et elles sont surreprésentées, elles représentent 70% des effectifs de médecine. Et en réalité sont massivement surreprésentées dans toutes ces filières-là, sauf dans les STAPS. Donc c'est ça que j'entendais par une ségrégation entre les hommes et les femmes interfilières. Donc entre les différentes filières, on voit que les hommes et les femmes sont pas représentés dans les mêmes proportions. Et au sein même d'une filière scientifique, les filles et les garçons ne font pas les mêmes choix d'études. Puisque certaines sciences, par exemple la biologie est plutôt connotée comme science molle, alors avec tous les guillemets qu'il faut mettre, et les maths physiques plutôt comme des sciences dures et donc réservées aux garçons selon les stéréotypes de genre. Et donc ça, bien évidemment, par la suite, ça détermine très largement la répartition des hommes et des femmes par métier. Donc par exemple, toujours pour revenir à cette enquête menée auprès des lycéens franciliens, on voit que les filles de terminale S, elles sont plus nombreuses que les garçons à penser que certains métiers scientifiques sont intéressants, dans l'absolu, mais beaucoup moins nombreuses à se voir exercer un métier scientifique. Donc c'est intéressant dans l'absolu, mais alors moi, m'y projeter, non. Donc ça, c'était ce qu'on retrouvait comme résultat de cette enquête. Et donc le dernier point sur les conséquences des stéréotypes de genre sur les inégalités de rémunération sur le marché du travail cette fois-ci.
Donc il y a plusieurs études qui montrent que le simple fait que les filles se détournent des filières dites masculines, ça explique entre 20 et 30% des écarts de salaire femmes-hommes. Donc en tout cas, dans nos travaux de recherche, c'est vraiment ce qui nous a motivés à travailler sur ces questions, puisque le simple fait que les filles et les garçons fassent des choix différents à compétences égales explique une grosse partie des écarts de salaire par la suite. Donc s'il n'y a Juste pas de... peut-être, oui, Oui. justement une petite question. Euh, donc vous avez, dans vos premiers propos, vous avez parlé beaucoup donc des mathématiques et en tant qu'inspecteur mathématique, ça ne peut que j'apprécie beaucoup. Mais sur les autres sciences, on a bien vu au niveau de l'orientation, ce qui se passe entre autres au niveau de la SVT. Et de la physique-chimie, est-ce qu'il y a autant de biais au niveau, sur la première partie de la prévalence et des stéréotypes? Alors vous voulez... oui, parce C'est-à-dire, que là... est-ce que les disciplines physique, chimie ou SVT participent autant à la prévalence des stéréotypes de genre que ce qu'on a pu observer pour les mathématiques, hein, ou la Oui, oui. littératie? Oui, oui. Alors là, c'est vrai que l'essentiel des études se concentre sur le gros clivage mathématique d'un côté et tout ce qui est littérature de l'autre. Mais bon, alors, en réalité, les stéréotypes qui sont plutôt associés à la biologie, c'est plutôt, comme je disais, c'est des matières féminisées, donc c'est des sciences molles à contenu scientifique bien moindre et moins prestigieux que les mathématiques, voire la physique. La chimie, c'est un peu entre deux. Mais alors quand je dis molle, c'est pas mon point de vue, c'est vraiment juste je reflète simplement les stéréotypes qui prévalent. Mais donc oui, le plus gros des stéréotypes, c'est surtout associé aux mathématiques et à la physique. La biologie, c'est plutôt une matière féminine, on va dire, et la chimie, c'est un entre-deux. Juste pour rebondir, puisque lundi, on avait donc Olivier Sidopou, inspecteur général, et qui nous disait que les derniers chiffres sur les enseignements de spécialité faisaient apparaître justement un potentiel au niveau des filles, je dirais, qui font maths et SVT. Donc, et qui associent justement ces deux enseignements de spécialité de haut niveau. C'est peut-être, je dirais, l'entrée des sciences molles, entre guillemets, parce que je gardais de bons rapports avec mes collègues d'SVT, justement qui associe et il nous montrait justement tous les métiers qui pourraient être très intéressants, qui allient la modélisation mathématique et justement la biologie, la SVT. Et on le vit bien à l'heure actuelle au niveau de la pandémie, des infectiologues et tout ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est vrai que j'ai pas regardé les chiffres maintenant avec les enseignements de spécialité. C'est vrai que c'est assez différent de ces filières S, EL et ES qu'on avait avant. Mais bien sûr, la possibilité de choisir différents enseignements de spécialité maintenant que c'est beaucoup plus flexible, oui, ça ouvre la porte à plus de combinaisons et à associer mathématiques et biologie. Et alors c'est vrai que toute cette pandémie redore un peu le blason des matières qui étaient initialement plutôt féminisées, comme médecine ou tout ce qui est épidémiologie et biologie. Ça redore totalement le blason de ces matières. Alors, on me fait remarquer dans le chat que par malheur, sur nos médias, on voit beaucoup d'hommes parler et peu de femmes de parler de biologie. Donc voilà, il y a quand même un stéréotype, on va dire, des gens qui peuvent s'exprimer sur ces thèmes de santé publique, on va dire, qui sont quand Oui. même très masculins, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans ces métiers. Donc on voit encore des stéréotypes, je dirais, au niveau des médias. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. D'où d'ailleurs certaines initiatives de collectifs de chercheurs qui mettent en ligne alors je sais pas s'il y a ça vraiment dans le milieu scientifique, je crois que dans tout ce qui est économie, cette liste existe en tout cas. Ils publient des listes d'experts et d'expertes sur certains sujets pour que justement quand les médias ont besoin de faire intervenir quelqu'un, ils aillent pas directement vers les collègues hommes qui connaissent déjà, parce que c'est souvent non seulement des hommes, mais souvent les mêmes aussi qui reviennent sur les plateaux ou qui sont interrogés par les médias. Et le but de ces collectifs de chercheurs, c'était justement de faire connaître les chercheuses et qui sont spécialistes de certains domaines pour essayer de faire bouger ça, bien sûr. Je réinterviendrai ultérieurement, vous pouvez continuer, merci. Ouais, merci beaucoup.
Alors, maintenant, on va passer sur le cas des professeurs comme potentiels vecteurs de ces stéréotypes, mais également comme potentiels briseurs de ces stéréotypes, et j'expliquerai ce que j'entends par briseur de stéréotypes. Mais en tout cas, clairement, la quantité d'interaction et le temps passé dans le milieu scolaire des enfants est déterminant pour la perception stéréotypée qu'ils peuvent avoir de certaines matières. Donc, les professeurs et le milieu scolaire jouent un rôle clé dans la transmission de ces stéréotypes. Donc, les professeurs, en réalité, ils peuvent transmettre les stéréotypes de genre via différents canaux. Et donc, le premier canal, ça peut être par des pratiques pédagogiques différentes selon le sexe de l'élève. Donc, il y a plusieurs études qui montrent que les professeurs de mathématiques vont plus fréquemment interagir avec des garçons qu'avec des filles. Donc ça, c'est une étude récente. Il me semble que c'est dans le contexte italien. Mais donc, ce qui ressortait également de cette étude, c'est que non seulement les professeurs avaient des interactions plus fréquentes avec les garçons qu'avec les filles, mais que également ils réagissaient pas vraiment au caractère irrespectueux des règles de vie en classe des garçons, les garçons prenant la parole sans lever la main et en interrompant les filles qui parlent, alors que les filles systématiquement levaient la main pour intervenir en classe. Et le fait que le prof n'essaye pas de recadrer ça faisait que les garçons intervenaient aussi beaucoup plus avec les professeurs de sciences et laissaient beaucoup moins de place et beaucoup moins la parole aux filles. Et donc, il y a cette partie des pratiques pédagogiques qui peuvent différer selon le sexe, mais il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que, à compétences objectives égales, les filles et les garçons sont notés différemment. Et donc, ça ne va pas forcément dans le sens auquel on s'attendrait. C'est que, par exemple, donc Camille Terrier, qui a travaillé sur ce biais de notation dans le cas français, elle montre que les filles sont plutôt mieux notées que les garçons à compétences objectives égales, et donc par compétences objectives égales, c'est-à-dire quand on regarde leurs résultats au bac à la fin, donc un examen qui est noté de manière totalement anonyme par des professeurs qui connaissent pas l'élève. Pour deux élèves qui ont eu la même note au bac en maths, on voit que les filles ont eu des notes bien supérieures aux garçons de leur classe au contrôle continu. Donc en fait, dans ce cas-là, la pratique pédagogique de notation, elle était biaisée, mais en faveur des filles. Et donc, le simple fait de surnoter les filles par rapport aux garçons, donc j'encourage personne à surnoter les filles par rapport aux garçons, mais les résultats qui étaient assez intéressants, c'était que les filles, elles prenaient confiance en elles et obtenaient de meilleurs résultats et étaient plus à même de poursuivre des carrières scientifiques par la suite. Donc, elle était capable dans son étude de suivre les élèves au fil des années, et elle voyait que les filles qui avaient bénéficié de ce biais de notation s'inscrivaient plus dans les filières scientifiques que les garçons. Donc le deuxième canal par lequel les professeurs peuvent transmettre leurs stéréotypes, c'est par les perceptions qu'ils ont, donc par leurs propres stéréotypes et par leurs propres attitudes qu'ils ont vis-à-vis des sciences. Donc ce qu'on voit, c'est que les élèves qui sont exposés à des professeurs plus stéréotypés ont eux-mêmes plus de chances d'être stéréotypés. Donc ça, c'était une étude de Keller dans le cas de la Suisse, mais il y a plusieurs autres études qui montraient ça. Donc qui mesuraient d'une part la prévalence des stéréotypes chez le prof, puis ensuite la prévalence des stéréotypes chez leurs élèves au début de l'année, puis à la fin de l'année. Et donc, ils voyaient qu'avoir été exposé toute une année à un professeur stéréotypé augmentait les chances de reporter des stéréotypes chez les élèves. Et il y a aussi le fait que, donc ça c'est plutôt dans le cadre de la primaire, où les enseignants sont uniques et donc enseignent plusieurs matières, et donc les professeurs femmes de maths, enfin les enseignantes femmes, pardon, lorsqu'elles enseignent des maths et qu'elles montrent de l'anxiété, parce qu'elles ont des propres insécurités par rapport à leurs compétences en mathématiques, la transmettent à leurs élèves filles, et ça on voit que ça affecte négativement la réussite en maths des élèves, et des élèves filles surtout. Et ensuite, donc en réalité, ce troisième point, il aurait presque pu aller dans les pratiques pédagogiques différentes, puisqu'on s'intéresse ici au type d'appréciation formulée sur les bulletins scolaires aux élèves. Et donc, il y a vraiment beaucoup de travaux qui montrent l'importance des différents types d'appréciation sur la motivation que ça génère chez les élèves et sur la réussite scolaire que ça génère chez les élèves. Donc, on voit que
la littérature montre assez bien que les professeurs stéréotypés, ils insistent plutôt sur les qualités innées des élèves, et donc ils transmettent l'idée que l'intelligence est fixe, alors que les profs qui sont plus progressistes, ils insistent sur l'effort fourni et ils transmettent l'idée que l'intelligence est plutôt malléable. Et ce qui est montré, c'est que les filles, elles réagissent plus fortement aux différents types d'appréciations. Les garçons sont moins sensibles au contenu des appréciations que les filles. Et ce qu'on voit, c'est que pour les filles, ce qui importe, c'est insister vraiment sur l'effort, puisque ça permet d'augmenter leur motivation, leur identification aux sciences et par la suite leur désir de poursuivre des études scientifiques. Et donc insister à l'inverse sur les compétences innées des filles, ça a plutôt un effet négatif sur leur motivation. Et ça a un effet négatif parce qu'en réalité, la manière dont elles vivent, par exemple, un échec, lorsqu'elles réussissent pas un examen de mathématiques, si un professeur souligne en permanence les compétences innées, elles se disent bon bah j'ai échoué, qu'est-ce que je peux faire de plus? De toute façon, c'est inné, on est intelligent ou on l'est pas. En revanche, si le professeur insiste plutôt sur l'effort, elles vont vivre une situation d'échec différemment en se disant bon, cet examen je l'ai pas réussi, mais je sais que si je m'investis plus, je peux réussir mieux la prochaine fois. Donc c'est comme ça que la littérature explique ces résultats-là. Et donc je vais passer un tout petit peu de temps sur l'exemple du cas de la France. Donc, c'est une étude que je mène avec une collègue de l'École d'économie de Paris, où on étudie les appréciations des profs de maths de terminale S. Donc ça, c'est un travail qui a été permis par l'accès qui nous a été donné à tous les bulletins scolaires des étudiants de terminale français. Donc, sur une période allant de 2012 à 2017, on a tous les bulletins scolaires des étudiants français. Donc, on a toutes les appréciations fournies en maths, mais dans toutes les autres matières aussi. Donc là, on s'intéresse vraiment au cas des maths et de la terminale S, mais on pourrait mener cette étude sur d'autres matières. Et donc, on analyse le vocabulaire qui est utilisé pour qualifier le travail des filles et des garçons qui ont le même niveau en mathématiques initialement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vraiment, on prend une fille et un garçon de terminale S aux mêmes compétences en maths. Le vocabulaire qui est utilisé pour qualifier leur travail diffère vraiment entre les filles et les garçons. Donc ce qu'on voit, c'est que les filles, elles sont à niveau égal plus souvent encouragées pour leurs efforts et félicitées pour leur bonne attitude. En revanche, pour les garçons, les professeurs soulignent plutôt leur capacité intellectuelle, mais surtout leur mauvaise conduite en réalité. Donc par exemple, si on regarde ce schéma, donc on a isolé vraiment tous les mots qui sont utilisés dans les appréciations scolaires des élèves. On sait lesquels sont les plus fortement associés aux filles et lesquels sont les plus fortement associés aux garçons. Et donc maintenant, on essaye de qualifier un peu le contenu de ces appréciations. Donc on classe ces différents mots selon qu'ils sont connotés négativement ou positivement. Donc on a les garçons à gauche, les filles à droite. Et selon qu'ils sont liés à des aspects plutôt intellectuels, donc aux compétences des élèves. Puis je vous montrerai ensuite le graphique suivant, selon qu'ils sont plutôt associés au comportement des élèves. Donc là, ce qu'on voit, c'est que parmi les mots qui sont les plus associés aux garçons et les plus associés aux filles, il y a déjà peu de mots qui sont liés aux compétences en réalité, mais le peu de mots qui sont utilisés pour qualifier les compétences des garçons sont positifs. Donc on va souligner, désolé, les mots sont un peu coupés, j'aurais dû les mettre en entier. Mais on souligne leur curiosité, leurs idées, leurs intérêts, leurs intuitions. Alors que pour les filles, il y en a certes que 3 qui sont associés aux compétences des filles, mais ces 3-là, ils sont négativement connotés. Donc on va souligner leurs étourderies, leurs incohérences et les difficultés qu'elles rencontrent. Alors maintenant, si sur ces mots-là, on superpose les mots liés au comportement, donc on voit déjà qu'ils sont beaucoup plus nombreux, mais que pour les garçons, il n'y en a quasiment aucun à part sympathique qui sont associés au comportement de l'élève, et que tous les mots comportementaux associés aux garçons sont connotés négativement. Donc on va voir des mots comme superficiel, se contente de, sont nonchalants, désinvolture, réveillez-vous, sont puérils, travaillant dilettante, brouillon. Donc ça, c'est les mots qui sont fortement associés aux garçons, qui ont des compétences similaires aux filles. Et pour les filles, on voit que la proportion de mots positifs
elles ont une forte proportion de mots positifs associés à leur comportement. Et alors, on va souligner plutôt, alors certes, d'une part, leur exemplarité et le comportement très consciencieux qu'elles peuvent avoir en classe, mais également leur persévérance. On les rassure, on leur dit qu'elles se sont reprises, qu'elles sont volontaires, courage. Donc, c'est-à-dire qu'on souligne également les efforts fournissent et on les encourage à continuer. Et elles ont également quelques mots connotés négativement, mais globalement, c'est l'image qui se dégage de cette étude, c'est que les garçons sont plutôt reçoivent plutôt des commentaires négatifs associés à leur comportement, quelques mots positifs associés à leurs compétences, et que les filles, en revanche, on les encourage plutôt et on souligne leurs efforts. Et donc maintenant, on est capable de savoir quel prof utilise quel vocabulaire. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que un professeur qui va plutôt utiliser un vocabulaire encourageant avec les filles ou qui va plutôt souligner l'aspect brouillon des garçons, quelles vont être les conséquences d'être exposé à ce type de professeur sur la réussite au baccalauréat. Et donc, ce qu'on voit, puisqu'on est capable de suivre nos étudiants et de les associer, de les retrouver avec leurs résultats au baccalauréat, on voit que les professeurs qui encouragent plutôt le vocabulaire, qui utilisent plutôt le vocabulaire encourageant, qui sont associés aux commentaires des filles, ont des étudiants qui réussissent mieux au baccalauréat. Donc, les filles réussissent mieux au baccalauréat, mais les garçons aussi bénéficient de ce type de vocabulaire-là. Donc maintenant, le dernier message que je voudrais faire passer sur les professeurs et la transmission ou non des stéréotypes, c'est qu'en réalité, les professeurs peuvent également briser ces stéréotypes. Et principalement, en fait, il y a vraiment beaucoup d'articles qui montrent ça, sur le fait que les professeurs de maths de sexe féminin, mais elles incarnent la possibilité d'être une femme et de faire des sciences. Et les filles qui sont exposées à ces professeurs de maths de sexe féminin, elles obtiennent de meilleurs résultats en maths et elles sont plus susceptibles de poursuivre des études scientifiques. Donc il y a un effet qu'ils appellent rôle modèle. Donc les filles s'identifient à ces femmes scientifiques qu'elles ont en face d'elles, qui brisent le stéréotype en incarnant une femme scientifique, et donc ça les incite à poursuivre des études scientifiques. Et donc dans la dernière partie de cette présentation, je vais présenter quelques leviers d'action pour lutter contre ces stéréotypes. Donc j'ai vraiment essayé de recenser les gros blocs de leviers d'action qui se sont avérés être efficaces dans la littérature. Donc il y a d'une part les interventions de rôle modèle extérieur. Donc rôle modèle, c'est donc le professeur de mathématiques féminin agissait comme un rôle modèle. Là, je parle de rôle modèle extérieur. Donc je vais détailler un peu de quoi il s'agit. Donc il y a aussi des interventions de mentorat et finalement des programmes de sensibilisation aux stéréotypes qui peuvent s'avérer efficaces. Donc le premier levier d'action, c'est de faire intervenir en classe des rôles modèles extérieurs, donc c'est-à-dire des personnes comme des femmes scientifiques qui vont briser le stéréotype en montrant que c'est possible. Donc les filles vont réussir à s'identifier à ces femmes donc pendant l'intervention en classe. Donc par exemple, il y a un article assez récent de deux chercheuses, Porter et Serra, qui montre que le fait de faire intervenir d'anciennes étudiantes en économie, donc qui sont brillantes et charismatiques, donc de les faire intervenir en amphithéâtre lors de la première année d'études, augmente la probabilité des filles de poursuivre en économie à la fac. Parce que c'est vrai que j'ai assez peu parlé de l'économie dans la présentation, mais quand on regarde, donc on a beaucoup parlé de la sous-représentation des femmes dans les milieux scientifiques, mais quand on regarde en économie, au sein même de l'économie, il y a une ségrégation assez forte hommes-femmes entre la proportion de femmes, par exemple, qui vont faire de la théorie économique. En gros, tout ce qui a un contenu plus scientifique, la proportion de femmes diminue largement. Alors, la proportion de femmes qui vont, par exemple, faire de l'économie publique, économie de la santé ou économie de l'éducation, connotée plus féminine, la proportion de femmes va être plus élevée. Donc là, voilà, c'est vraiment un article qui montre que faire intervenir des anciennes étudiantes en économie qui témoignent de leur expérience, qui témoignent de leurs années d'études, va augmenter la probabilité des filles de poursuivre l'économie à la fac. Et donc, c'est également le cas des femmes scientifiques, de l'intervention de femmes scientifiques.
Donc, je cite toujours cette étude réalisée avec d'autres collègues de l'École d'économie de Paris, où on évaluait l'effet du programme pour les filles et la science qui était porté par la Fondation L'Oréal et qui visait à envoyer des femmes scientifiques témoigner de leur expérience auprès des classes de seconde et de terminale scientifique. Donc il y a 10 000 élèves en Île-de-France qui ont bénéficié de ces interventions-là. Et vraiment, ce qu'on voulait évaluer, c'était de savoir si l'intervention de ces femmes scientifiques, donc qui passaient 1 heure à témoigner de leur expérience, réduisait la prévalence des stéréotypes chez les femmes et les hommes et avait un effet quelconque sur les choix d'orientation des étudiants et notamment des étudiantes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que une intervention d'1 heure d'une femme scientifique, en réalité, ça s'avère plutôt efficace pour réduire les stéréotypes associés aux femmes et aux sciences de tous les élèves, donc des filles, des garçons, de terminale S et de seconde. Donc là, pareil, je vais passer un peu de temps à décrire ce graphique, mais chaque barre pleine nous donne la proportion d'élèves qui sont d'accord avec les affirmations listées sur la gauche. Donc en foncé, c'est les classes qui n'ont pas reçu l'intervention des femmes scientifiques. Et en plus clair, c'est les élèves qui ont reçu l'intervention de femmes scientifiques. Et donc ce qu'on voit, les traits pleins, c'est les élèves qui n'ont pas eu l'intervention, et les points ici, c'est pour les élèves qui ont reçu l'intervention d'une femme scientifique. Donc je vais vous prendre par exemple cet exemple ici. Donc la proportion d'élèves qui sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle les hommes sont plus doués pour les mathématiques que les femmes. Donc cette proportion, elle est, comme je vous le disais au début de la présentation, autour de 30% pour les garçons de seconde et de terminale S. Mais par exemple, pour les garçons de seconde et de terminale S qui ont reçu l'intervention, donc les points ici, elle est plus faible et elle passe par exemple de environ 28% à 24% pour les garçons de seconde, à 30% versus 25% pour les garçons de terminale S qui ont reçu l'intervention. Donc ce qu'on voit bien, c'est que l'intervention des femmes scientifiques, juste 1 heure, témoigner de leur expérience, fait vraiment baisser la prévalence de ces stéréotypes chez les élèves, que ce soit des filles, des garçons, ou qu'ils soient en seconde ou en terminale S. Donc on a vu aussi que ça augmentait l'intérêt des filles pour les sciences et qu'au final, ça augmentait leur probabilité de s'inscrire en sciences. Mais cet effet, il était uniquement observé pour les filles de terminale S et les filles qui sont les meilleures initialement en mathématiques. Donc ces graphiques-là, ils vont être plus faciles à commenter. Donc ce qu'on voit, c'est que les barres pleines ici nous donnent la proportion de garçons en gris et de filles en orange qui s'inscrivent par exemple en classe prépa scientifique. Donc on voit qu'il y a dans notre échantillon 11% des élèves qui n'ont pas reçu l'intervention qui s'inscrivent en classe prépa scientifique chez les filles de terminale S, et celles qui ont reçu l'intervention d'une femme scientifique sont 14% à s'inscrire en classe prépa scientifique. Donc ces effets, ils peuvent paraître modestes, mais passer de 11% à 14%, ça correspond à une augmentation de 30% de la probabilité des filles de terminale S à s'inscrire en classe préparatoire scientifique. Donc c'est quand même assez conséquent, étant donné la nature de l'intervention, qui est au final une intervention assez courte, ponctuelle, d'1 heure, et c'est assez miraculeux, entre guillemets, qu'on observe des effets sur les choix d'orientation des filles. Et donc, quand on regarde si les filles qui ont reçu l'intervention s'inscrivent plus dans des disciplines scientifiques peu féminisées, donc comme les maths, physiques, on voit que celles qui ont reçu l'intervention s'inscrivent plus fréquemment dans les disciplines où elles sont sous-représentées par rapport aux filles n'ayant pas reçu l'intervention. Donc le deuxième levier d'action qui peut être utilisé, c'est les initiatives de mentorat. Donc par exemple, donc là je parle en fait beaucoup de résultats dans l'enseignement supérieur, mais je pense vraiment qu'ils peuvent être appliqués en fait dès le lycée. Là c'est une étude qui montre que quand on est pour les premières années d'étudiantes, leur assigner un mentor, donc une étudiante comme mentor, mais des années d'études au-dessus d'elle, donc qui va la conseiller toute l'année sur ses choix d'orientation, qui va même l'aider potentiellement pour les travaux de groupe ou les travaux qu'elle doit rendre. Ce type de mentorat-là, par une autre étudiante mais plus âgée, augmente les chances des filles de poursuivre en sciences.
Donc ça, c'est assigner un élève plus âgé à une élève de première année qui fonctionne. Mais on voit aussi que assigner comme référent aux étudiants de première année des femmes scientifiques augmente également leurs chances de s'inscrire et d'obtenir un diplôme en sciences. Donc des mentorats par des étudiants plus âgés, par des femmes scientifiques comme référentes aux étudiants. Et par exemple, ça c'est une dernière étude que j'avais envie de mentionner, sur le mentorat de jeunes docteurs en économie par des chercheuses seniors. Donc c'est des chercheuses seniors qui passent, je crois, c'est une semaine avec des chercheuses juniors à partager leur expérience, à leur expliquer comment on publie, à leur expliquer comment on postule à des postes plus prestigieux, etc. Ça améliore sensiblement les carrières des jeunes docteurs en économie. Donc il y a un troisième levier d'action qui peut être utilisé, qui est finalement assez simple à mettre en place, mais qui s'avère très efficace. C'est l'organisation du travail de groupe en classe. Donc il y a des études qui montrent que lors de travail de groupe, veiller à ce que les groupes soient des groupes de travail uniquement féminins ou mixtes, donc parité homme-femme pure, stimule vraiment la prise de parole des filles, augmente leur confiance en elles et leur souhait de poursuivre des études scientifiques. Donc vraiment à bas coût, juste en veillant à bien former les groupes de travail, on voit que ça peut avoir des effets significatifs sur la poursuite d'études scientifiques. Et en revanche, quand dans cette étude on regardait des groupes de travail où les filles sont en très grande minorité, elles participent beaucoup moins, se désintéressent des sciences et ne souhaitent pas poursuivre d'études scientifiques. Et enfin, donc ça ce sera mon dernier point avant de conclure et de prendre vos questions. Donc le dernier levier d'action que je vois, c'est les programmes de sensibilisation. Donc c'est vraiment encore assez récent, en tout cas dans la littérature académique. Il y a très peu de choses évaluées aujourd'hui là-dessus, puisqu'il y a probablement aussi très peu de programmes qui ont été mis en place, mais ça se développe. Donc c'est sensibiliser les élèves aux stéréotypes, leur faire prendre conscience de leurs propres stéréotypes. Et donc, par exemple, des campagnes d'information ou des programmes qui visent à déconstruire ces stéréotypes augmentent les chances de s'inscrire dans les filières où elles sont sous-représentées. Donc là, par exemple, l'étude de Michaela Carlana, donc, qui est celle qui avait mis en évidence les biais implicites des professeurs et qui a travaillé par ailleurs sur les biais des étudiants. Elle est en train d'évaluer un programme de formation au code informatique, donc à tout ce qui est programmation pour les filles. Ça s'appelle Girls Code It Better et elle essaye d'évaluer l'effet que bénéficie de ce programme-là, donc qui vise à briser les stéréotypes et à faire comprendre aux filles qu'elles sont aussi capables que les garçons de devenir développeuses. Elle essaye de voir l'effet que ça a sur les choix d'orientation des filles. Et le dernier point, c'est aussi sensibiliser les professeurs pour leur faire prendre conscience de leurs stéréotypes implicites, puisqu'on a vu qu'ils étaient plus implicites qu'explicites, et les former à, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, bien veiller à la composition filles-garçons de leur groupe de travaux, ou à bien veiller à avoir des pratiques qui sont neutres vis-à-vis du genre dans leurs enseignements. Donc un dernier slide pour conclure. Donc on a vu que les stéréotypes de genre, ils étaient encore assez répandus parmi les élèves, même parmi ceux qui ont fait le choix de poursuivre des études scientifiques. Donc on voit qu'en terminale S, ces stéréotypes prévalent toujours assez fortement. Ils prévalent aussi chez les professeurs, mais plutôt de manière inconsciente en réalité. Et ça affecte considérablement les attitudes des élèves vis-à-vis des sciences et vis-à-vis des matières à contenu scientifique, disons, comme l'économie ou autres. Ça affecte leur performance scolaire et conditionne fortement leur choix d'orientation. Et je vous apprends rien en disant que les professeurs jouent un rôle très important dans la transmission ou dans la déconstruction de ces stéréotypes, et que plusieurs leviers d'action montrent qu'en réalité, il n'est jamais trop tard pour changer les perceptions et les choix des élèves. Même une intervention ponctuelle d'1 heure en classe de terminale S, donc au moment où les élèves font des choix décisifs pour leur orientation, peut s'avérer être très efficace pour briser ces stéréotypes et changer la donne.